L'an 862, dans les plaines glacées du nord de l'Europe, des guerriers scandinaves reçoivent un message qui va bouleverser le cours de l'histoire mondiale. Ce ne sont pas eux qui attaquent à cette fois. Non, ce sont les slaves eux-mêmes qui les supplient de venir les gouverner. Ce paradoxe incroyable marque le début d'une aventure extraordinaire, la naissance de la Russie par des Vikings venus de Suède. Les tribus slaves autour du lac Ilmen et de Novgorod se déchirent dans des guerres sanglantes. Chaque clan veut dominer, personne ne cède. Le chaos règne. Alors ces hommes prennent une décision radicale. Chercher un arbitre extérieur, quelqu'un qui n'a aucun lien avec leur querelle ancestrale. Leur choix se porte sur les Varegs, ces redoutables guerriers marchands scandinaves qui naviguent sur leurs rivières depuis des décennies. Une délégation slave traverse la Baltique pour trouver ces Vikings. Leur message est clair. Notre terre est grande et riche, mais il n'y a pas d'ordre. Venez régner et nous gouverner. Cette invitation volontaire à des étrangers pour prendre le pouvoir est unique dans l'histoire médiévale. Aucun autre peuple n'a fait ça. Pourquoi les Slaves choisissent-ils précisément les Varegs? La réponse est simple. Ces Vikings impressionnent par leurs compétences militaires et administratives. Depuis des années, ils commercent le long des fleuves russes, établissent des comptoirs, prouvent leur capacité à organiser et protéger des territoires. Les Slaves voient en eux des gestionnaires efficaces, des guerriers d'élite capables d'imposer l'ordre sans être corrompus par les rivalités locales. 3 frères Varegs répondent à l'appel. Riurik, Sineus et Trouvor. Riurik s'installe à Novgorod, Sineus à Belouzero, Trouvor à Izborsk. Les 2 cadets meurent rapidement, laissant Riurik maître de toute la région. Ce chef scandinave devient le premier souverain de ce qui deviendra la Russie. Son nom résonne encore aujourd'hui dans l'histoire russe. La dynastie des Riurikides régnera pendant plus de 7 siècles, jusqu'en 1598. Mais qui sont vraiment ces Varegs qui vont façonner un empire? Ce terme désigne les Vikings, qui empruntent la route de l'Est, l'Ostrovègre en vieux norrois. Contrairement à leurs cousins qui partent vers l'Ouest piller l'Angleterre et la France, ces Scandinaves, surtout des Suédois, s'intéressent aux richesses de l'Orient. Ils ne cherchent pas uniquement le pillage. Ils veulent commercer, établir des routes lucratives vers les terres fabuleuses de Byzance et du califat abbasside. Le nom même de Russie vient d'eux. Plusieurs théories existent sur l'origine du mot « russe ». La plus probable suggère qu'il dérive du vieux norrois « rodr », signifiant « rameur » ou « navigation à la rame ». Les finno-ougriens appellent les Suédois « ruotsi », un terme qu'ils appliquent ensuite à ces guerriers marchands qui descendent leurs fleuves. Les slaves adoptent ce mot « rousse » pour désigner d'abord ces Vikings, puis progressivement tous les habitants de leur territoire. Ainsi naît le nom Russie, littéralement le pays des rameurs scandinaves. Pour comprendre pourquoi les Vikings créent la Russie, il faut saisir la géographie unique de l'Europe orientale. Un réseau extraordinaire de fleuves relie la Baltique à la mer Noire et à la Caspienne. Le Dniepr, la Volga, le Volkhov, le Lovat forment des autoroutes naturelles à travers des milliers de kilomètres. Les Varegs découvrent ce réseau au 8 et 1000e siècle et comprennent immédiatement son potentiel titanesque. La route principale part de la Baltique, les Drakkar Varegs entrent dans le golfe de Finlande, remontent la rivière Volkhov jusqu'au lac Ladoga, où ils établissent un premier comptoir fortifié vers 753. De là, ils continuent vers le lac Ilmen et Novgorod. Ensuite vient la partie technique, les portages. Ces passages terrestres obligent à débarquer et porter les bateaux sur plusieurs kilomètres entre 2 cours d'eau. Les Varegs maîtrisent cette technique mieux que quiconque. 2 routes majeures s'offrent à eux. La première, la route de la Volga, descend vers la mer Caspienne et les terres musulmanes. En suivant ce fleuve, le plus long d'Europe, ils atteignent le territoire des Khazars, un puissant khaganat turc de confession juive. Leur capitale Itil, à l'embouchure de la Volga sur la Caspienne, devient un carrefour commercial majeur. De là, les caravanes mènent à Bagdad, cœur du califat abbasside et l'une des villes les plus riches du monde, au 9 et 1000e siècle. La seconde route, celle qui donnera son nom à toute cette aventure, est la route des Varegs aux Grecs. Depuis Novgorod, les marchands descendent vers le Dniepr par une série de rivières et portages. Le Dniepr devient leur autoroute vers le sud. Cette route les mène directement à Constantinople, la fabuleuse Miklagardre, la grande cité, capitale de l'Empire byzantin et la ville la plus riche, la plus peuplée, la plus avancée d'Europe. Constantinople, avec son million d'habitants, ses palais dorés, sa Sainte Sophie, ses trésors accumulés depuis 1000 ans, fascinent les Varegs.
Ils la découvrent au milieu du 9 et 1000e siècle et n'en reviennent pas. Cette métropole concentre plus de richesses que toute la Scandinavie réunie. Les marchés débordent de soieries, d'épices, de perles, d'ivoire. Les ateliers produisent des objets d'une finesse inconnue au nord. L'or coule à flot dans cette cité qui contrôle le commerce entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais descendre le Dniepr jusqu'à Constantinople n'est pas une promenade. Le fleuve comporte une section terrifiante, les rapides du Dniepr, près de l'actuelle ville de Dnipro. Sur 66 km s'étendent 11 seuils et 6 barrières où l'eau se déchaîne entre les rochers. Impossible de naviguer ces passages. Les Varegs doivent débarquer, porter leurs bateaux chargés de marchandises sur la berge, les tirer sur des kilomètres avant de pouvoir remettre à l'eau. Cette opération périlleuse les rend vulnérables. Les Petchenegs, des nomades turcs installés dans les steppes, connaissent ces points de passage obligés. Ils se cachent et attendent que les convois Varegs soient à terre, encombrés de leurs embarcations. Alors ils attaquent, pillent, massacrent. Chaque voyage vers Constantinople comporte ce risque mortel. Les marchands Varegs se regroupent en convois massifs pour se protéger, partent armés jusqu'aux dents, postent des sentinelles pendant les portages. Malgré ces dangers, le commerce vaut tous les risques. Les Varegs transportent vers le sud les richesses du nord, fourrures précieuses, zibelines, hermines, renards, qui se vendent à prix d'or à Constantinople et Bagdad. Le miel et la cire d'abeille, essentiels pour l'éclairage et les cérémonies religieuses. L'ambre de la Baltique, considérée comme magique. Et malheureusement, des esclaves, des prisonniers de guerre slaves capturés lors des raids. Le mot « esclave » vient d'ailleurs du mot « slave », témoignage sinistre de ce commerce. Au retour, les bateaux débordent de trésors byzantins et orientaux, soieries somptueuses, armes en acier de Damas, bijoux, verreries fines, épices rares. Surtout, ils ramènent des quantités phénoménales de pièces d'argent. Les dirhams arabes inondent la Scandinavie via cette route. Les archéologues ont découvert des dizaines de milliers de pièces musulmanes en Suède, au Danemark, en Norvège, preuve matérielle de l'importance colossale de ce commerce oriental. Ce flux commercial transforme les comptoirs Varegs en véritables villes. Novgorod, Ladoga, Kiev deviennent des centres prospères où convergent marchands scandinaves, slaves, khazars, byzantins, arabes. Les Varegs ne sont plus de simples pirates ou marchands itinérants. Ils s'installent, construisent des forteresses, administrent des territoires, collectent des tribus auprès des tribus slaves voisines. Un État commence à émerger le long de cette route commerciale. En 879, Riourik meurt à Novgorod. Son fils Igor est trop jeune pour régner. Un parent de Riourik, nommé Oleg en slave ou Helgi en vieux norrois, devient régent. Ce guerrier va accomplir ce que les historiens considèrent comme l'acte fondateur de l'État russe, l'unification de Novgorod et Kiev sous une seule autorité. Kiev occupe une position stratégique exceptionnelle sur le Dniepr moyen. Plus au sud que Novgorod, mieux située pour contrôler la route vers Constantinople, la ville est déjà prospère quand Oleg la convoite. Elle est gouvernée par deux autres chefs Varegs, Askold et Dir, qui se sont installés là après avoir quitté le service de Riourik. En 882, Oleg lance son offensive. Il rassemble une armée de Varegs, de Slaves et de guerriers finno-ougriens et descend le Dniepr. En chemin, il soumet Smolensk, renforçant son armée. Arrivé devant Kiev, Oleg utilise la ruse plutôt que la force brute. Il cache ses guerriers et envoie un message à Askold et Dir, prétendant être un simple marchand Vareg en route pour Byzance, désirant les rencontrer comme confrères. Askold et Dir, sans méfiance, sortent de Kiev pour accueillir ce convoi. Erreur fatale. Les guerriers d'Oleg surgissent de leur cachette. Oleg présente le jeune Igor en déclarant « Vous n'êtes pas de sang princier, mais lui est le fils de Riourik. » Askold et Dir sont exécutés sur place. Oleg entre dans Kiev sans combattre et proclame « Que ce soit la mère de toutes les villes russes ». Cette déclaration marque un tournant historique. Kiev devient la capitale d'un État qui s'étend désormais de Novgorod au nord jusqu'au cœur de l'Ukraine actuelle. Oleg contrôle toute la route des Varegs aux Grecs, de la Baltique à la mer Noire. Il ne s'agit plus de simples comptoirs commerciaux indépendants, mais d'un territoire unifié sous une seule dynastie, les Riourikides. Oleg passe les années suivantes à consolider son pouvoir. Il soumet les tribus slaves des alentours, les Drevlianes à l'ouest, les Sévérianes au nord-est, les Radimiches à l'est. Chaque tribu doit payer un tribut, généralement en fourrure et en produits locaux. Ce système de collecte organisé du tribut, appelé polioudi, constitue la base économique du nouvel État. Chaque hiver, le prince et sa droujina,
Sa garde rapprochée de guerriers parcourt les territoires vassaux pour collecter ce qui est dû. Mais Oleg ne se contente pas de gouverner. Il veut être reconnu comme un souverain légitime par la puissance qui compte dans la région, l'Empire byzantin. En 907, il organise une expédition massive contre Constantinople. La chronique des temps passés parle de 2000 navires contenant chacun 40 hommes, des chiffres probablement exagérés, mais qui témoignent de l'ampleur de l'opération. La flotte varègue descend le Dniepr, traverse la mer Noire et apparaît devant les murailles de Constantinople. Les Byzantins, pris au dépourvu, ferment l'entrée du port avec des chaînes. Selon la légende, Oleg fait mettre ses bateaux sur roues et les fait tirer par voie terrestre jusqu'aux murailles, semant la terreur parmi les défenseurs. Les détails sont peut-être embellis, mais le résultat est indiscutable. Les Byzantins demandent tout la paix. Le traité de 907, puis un second en 911, marque la reconnaissance officielle de la Rousse de Kiev par Byzance. Les Varègues obtiennent le droit de commercer librement dans la capitale byzantine. Un quartier leur est réservé dans les faubourgs. Pendant 6 mois chaque année, les marchands varègues peuvent séjourner à Constantinople, nourris et hébergés aux frais de l'empereur. Ils reçoivent même des bains gratuits, luxe suprême dans le monde médiéval. Plus important encore, ce traité établit la Rousse de Kiev comme un État reconnu sur la scène internationale. L'empereur byzantin traite d'égal à égal avec le prince de Kiev. Pour Oleg, c'est une victoire diplomatique considérable. La Rousse apparaît désormais sur les cartes des chancelleries européennes et orientales. Elle n'est plus une simple zone de passage pour barbares du Nord, mais un État avec lequel il faut compter. Oleg meurt en 912, selon la chronique enterrée sur la colline de Tchekavitsa à Kiev, où sa tombe serait encore visible. Une légende célèbre raconte qu'un devin lui prédit qu'il mourra à cause de son cheval préféré. Oleg fait éloigner l'animal. Des années plus tard, apprenant que le cheval est mort, il se rend voir son squelette, posant son pied sur le crâne, en se moquant de la prophétie. Un serpent sort du crâne, mord Oleg qui meurt du venin. Cette histoire, immortalisée par Pouchkine au 19e et 1e siècle, montre comment Oleg est devenu une figure légendaire de la fondation russe. Igor, fils de Riourik, monte sur le trône de Kiev en 912 à l'âge adulte. Son règne va être marqué par des succès et des échecs qui révèlent les forces et faiblesses du jeune État kievien. Igor hérite d'un territoire vaste mais fragile, où l'autorité centrale dépend de la force militaire et du prestige personnel du prince. Les premières années de son règne sont troublées par l'arrivée d'un nouveau danger dans les steppes, les Petchenegs. Ces nomades turcs, poussés vers l'ouest par d'autres peuples des steppes, s'installent au nord de la mer Noire. Contrairement aux Khazars qui étaient largement sédentarisés et entretenaient des relations commerciales civilisées, les Petchenegs vivent du pillage et des razzias. Ils représentent une menace permanente pour Kiev. Igor, conscient du danger, préfère la diplomatie à la guerre. Il conclut plusieurs traités avec les chefs Petcheneg, leur versant probablement des tributs pour acheter la paix. Cette stratégie pragmatique permet de sécuriser les routes commerciales, mais elle coûte cher au trésor kievien. Igor doit trouver d'autres sources de revenus. En 941, inspiré par les exploits d'Oleg contre Constantinople, Igor lance sa propre expédition contre la capitale byzantine. Il rassemble une grande flotte et traverse la mer Noire, mais les temps ont changé. Les Byzantins, avertis de son approche, préparent une défense redoutable, le feu grégeois. Cette arme secrète byzantine est terrifiante, un mélange inflammable projeté par des siphons depuis les navires qui brûlent même sur l'eau. Les chroniqueurs byzantins décrivent comment les flammes vertes dévorent les bateaux varègues, carbonisant tout sur leur passage. Igor assiste, impuissant, à la destruction de sa flotte. Les survivants rament désespérément vers le nord. L'expédition est un désastre total. Igor ne renonce pas. En 944, il organise une seconde expédition encore plus massive. Cette fois, il recrute des mercenaires Petcheneg, rassemble une armée terrestre en plus de sa flotte. Les Byzantins, alarmés par ces préparatifs, préfèrent négocier avant le combat. Ils envoient des émissaires chargés d'or et de soieries. Un nouveau traité est conclu, moins favorable que celui d'Oleg, mais honorable. Igor accepte, ses hommes préférant l'or certain au risque de la bataille. Mais c'est la fin d'Igor qui révèle les tensions au cœur de l'État kievien. En 945, alors qu'il a déjà collecté le tribut annuel auprès des Drevlianes, ses guerriers le poussent à retourner chercher davantage. Les hommes de Sveneld sont couverts d'armes et de vêtements, alors que nous sommes nus, se plaignent-ils. Igor cède à leur cupidité et retourne chez les Drevlianes exiger un second tribut. Les Drevlianes sont furieux.
Leur prince mâle organise une assemblée tribale. Si on laisse un loup prendre une brebis du troupeau, il reviendra jusqu'à les emporter toutes, déclare-t-il. Les Drevlianes tendent une embuscade. Igor et la majorité de ses guerriers sont tués. Selon la légende, Igor meurt attaché entre deux arbres qu'on relâche, le déchirant en deux. Cette mort atroce montre les limites du pouvoir kievien. Extorquer trop brutalement les populations vassales mène au désastre. C'est ici qu'entre en scène l'une des figures les plus extraordinaires de l'histoire russe. Olga, la veuve d'Igor, face aux ambassadeurs drevlianes venus proposer qu'elle épouse leur prince mâle. Olga feint d'accepter mais prépare une vengeance terrifiante. Elle invite les ambassadeurs à être portés en barque jusqu'à son palais en signe d'honneur. Une fosse profonde est creusée. Les ambassadeurs, fiers dans leur barque portée, sont jetés dans la fosse et enterrés vivants. Olga envoie un message aux Drevlianes, demandant qu'ils lui envoient leurs plus nobles guerriers pour l'escorter dignement. Une seconde délégation arrive à Kiev. Olga les invite à se laver dans un bain chauffé, selon la coutume hospitalière slave. Une fois les Drevlianes à l'intérieur du bain, les portes sont verrouillées et le bâtiment incendié. Tous brûlent vifs. Ensuite, Olga annonce qu'elle veut honorer la tombe d'Igor, près de la capitale drevliane d'Iskorosten, et demande qu'un grand festin funéraire soit préparé. Elle arrive avec une petite escorte. Les Drevlianes, méfiants mais rassurés par le petit nombre d'accompagnateurs, organisent le banquet. Ils boivent, mangent, se détendent. Soudain, les guerriers kieviens cachés surgissent et massacrent 5000 Drevlianes ivres. La vengeance d'Olga culmine en 946 avec le siège d'Iskorosten. Après 1 an de siège infructueux, elle propose une paix clémente. Elle demande simplement 3 pigeons et 3 moineaux de chaque maison comme tribut symbolique. Les Drevlianes, soulagés, s'empressent de fournir ces oiseaux. Les guerriers d'Olga attachent des morceaux d'étoffe enflammés aux pattes des oiseaux et les relâchent. Les oiseaux retournent à leur nid dans la ville. Iskorosten s'embrase. La population fuit les flammes directement dans les mains des assiégeants. Olga vend les survivants comme esclaves et triple le tribut drevlian. Cette vengeance sanglante, bien que cruelle par les standards modernes, établit fermement l'autorité de Kiev. Plus aucune tribu ne se révoltera pendant des décennies. Mais Olga ne se contente pas de terroriser. Elle comprend que le système du tribut doit être organisé pour éviter les abus qui ont causé la mort d'Igor. Elle établit des pogosts, des postes administratifs fixes, où les tribus apportent leur tribut à date régulière, avec des montants déterminés. Plus de collecte arbitraire et brutale. Cette réforme administrative est la première tentative de créer un système fiscal rationnel dans l'État kievien. Le changement majeur du règne d'Olga survient vers 957, sa conversion au christianisme. Elle se rend à Constantinople et reçoit le baptême de l'empereur Constantin VII lui-même, prenant le nom chrétien d'Hélène. Les motivations sont autant politiques que spirituelles. Le baptême ouvre à Kiev les portes de la diplomatie chrétienne, facilite les échanges avec Byzance, élève le statut international de la Rousse. Olga tente d'introduire le christianisme à Kiev, construisant des églises, encourageant les conversions. Mais elle se heurte à l'opposition farouche de son fils Sviatoslav, un païen convaincu, et de l'élite varègue, encore attachée aux dieux nordiques. Le christianisme restera minoritaire durant sa régence. Néanmoins, Olga plante la graine qui germera quelques décennies plus tard, avec le baptême massif de la Rousse sous Vladimir. En 964, Sviatoslav, fils d'Igor et d'Olga, prend le pouvoir effectif. Ce prince incarne le guerrier viking dans toute sa splendeur et sa brutalité. Les chroniques byzantines le décrivent, de taille moyenne, aux épaules larges, à la tête rasée sauf une longue mèche sur un côté, la coiffure traditionnelle varègue, avec une seule boucle d'oreille ornée d'un rubis et de 2 perles. Il dort à même le sol, utilisant sa selle comme oreiller, mange de la viande grillée sur des braises, voyage léger et rapide. Sviatoslav méprise le confort et refuse catégoriquement le christianisme de sa mère. « Comment puis-je accepter une religion étrangère ? Mes guerriers se moqueront de moi, répond-il à Olga. Il reste fidèle aux dieux nordiques, Odin, Thor, Perun. Contrairement aux princes précédents qui consolidèrent leur territoire, Sviatoslav rêve de conquêtes lointaines. Il transforme Kiev en base pour des expéditions guerrières d'une ampleur inédite. Sa première cible, le Khaganat Khazar. Ces Turcs judaïsés dominent le bas-cours de la Volga depuis 2 siècles et contrôlent une partie cruciale du commerce oriental. Mais leur pouvoir décline face aux pressions des peuples nomades des steppes. Sviatoslav voit l'opportunité d'éliminer un rival et de s'emparer de la route de la Volga. En 965, il lance une campagne dévastatrice contre les Khazars.
Son armée remonte la Volga, détruisant les forteresses khazars l'une après l'autre. La capitale Ityl tombe et est mise à sac. Sviatoslav ne cherche pas à occuper le territoire, mais à détruire définitivement la puissance khazare. Mission accomplie, le khaganat ne se relèvera jamais. La route de la Volga passe sous contrôle kievien. Ensuite, Sviatoslav soumet les Viatiches, une tribu slave orientale qui payait tribut aux Khazars. Il les force à reconnaître l'autorité de Kiev. En quelques années de campagnes incessantes, il étend l'influence kievienne jusqu'à la Volga et la mer Caspienne. L'État de Kiev atteint sa plus grande extension territoriale, mais Sviatoslav ne s'arrête pas. En 967, les Byzantins, inquiets de la puissance bulgare sur le Danube, commettent l'erreur de faire appel à lui comme mercenaire. Ils lui demandent d'attaquer les Bulgares. Sviatoslav rassemble une armée et déferle sur la Bulgarie. Il écrase les Bulgares, s'empare de dizaines de villes le long du Danube et décide de rester. Il déclare vouloir transférer la capitale de Kiev à Pereslavets sur le Danube. Pourquoi ? Ici, au centre de mon royaume, affluent toutes les richesses, de Byzance, l'or et les soieries, le vin et les fruits, des Tchèques et des Hongrois, l'argent et les chevaux, de Russie, les fourrures, la cire, le miel et les esclaves, explique-t-il selon la chronique. Sviatoslav rêve de créer un empire commercial dont le centre serait le Danube, plus proche des richesses byzantines et européennes que Kiev. Les Byzantins réalisent leur terrible erreur. Ils n'ont pas éliminé une menace bulgare, ils ont installé à leur porte une puissance encore plus dangereuse. L'empereur Jean Ier Tzimiskès exige le départ de Sviatoslav. Le prince refuse. La guerre devient inévitable. En 969, profitant que Sviatoslav est occupé en Bulgarie, les Petchenegs, probablement encouragés par Byzance, assiègent Kiev. Olga et les 3 fils de Sviatoslav se retrouvent piégés dans la capitale. Sviatoslav doit interrompre sa conquête bulgare et remonter en urgence défendre Kiev. Il écrase les Petchenegs et sauve sa capitale, mais Olga meurt peu après le siège. Sviatoslav, après avoir installé ses 3 fils comme princes à Kiev, Novgorod et dans les terres drevlianes, repart immédiatement en Bulgarie. Sa soif de conquête est insatiable. En 970, Sviatoslav envahit la Thrace byzantine avec une armée russo-bulgare. Il atteint Andrinople, à 150 km de Constantinople. Mais Jean Tzimiskès mobilise toute la puissance byzantine. Une armée impériale massive marche contre les Russes. Les premiers affrontements sont violents et indécis. Sviatoslav refuse de reculer. Il lance ses guerriers à la bataille en leur criant « Que la Russie ne soit pas déshonorée, couchons-nous ici morts ». Car les morts ne connaissent pas la honte. Mais la supériorité byzantine en nombre et en équipement commence à peser. Sviatoslav se retire dans la forteresse de Dorostolon sur le Danube. Jean Tzimiskès l'assiège avec une armée de dizaines de milliers d'hommes et une flotte qui coupe toute retraite par le fleuve. Pendant des mois, Sviatoslav résiste, lançant sortie sur sortie. Ses guerriers se battent avec une férocité désespérée. Une chronique byzantine rapporte que même les femmes russes combattent aux côtés des hommes, armés d'épées et de haches. Finalement, affamé et décimé, Sviatoslav accepte de négocier. Jean Tzimiskès, impressionné par la résistance russe et conscient des pertes byzantines, offre des conditions honorables. Sviatoslav doit évacuer la Bulgarie et renoncer à toute ambition sur les Balkans. En échange, il peut partir librement avec ses survivants et conserver son tribut de Constantinople. Les chroniques rapportent une entrevue entre Jean Tzimiskès et Sviatoslav au bord du Danube. L'empereur, vêtu de pourpre et d'or, entouré de sa garde resplendissante, attend sur la berge. Sviatoslav arrive en ramant dans un simple bateau parmi ses guerriers. Il ne se distingue que par une chemise plus propre. Les 2 hommes se saluent en guerriers. Jean Tzimiskès gardera un respect profond pour ce prince russe qui a failli conquérir les Balkans. En 972, Sviatoslav remonte vers Kiev avec les restes de son armée. Au passage des rapides du Dniepr, les Petchenegs lui tendent une embuscade. Le prince est tué dans la bataille. Selon la légende, le Khan Petcheneg fait de son crâne une coupe à boire sertie d'or qu'il utilise lors des festins. Ainsi meurt Sviatoslav à moins de 40 ans, après un règne de conquête incessante qui a porté la puissance kievienne à son apogée guerrier. La mort de Sviatoslav déclenche une guerre civile entre ses 3 fils. Yaropolk règne à Kiev, Oleg contrôle les terres drevlianes, Vladimir gouverne Novgorod. Yaropolk, l'aîné, veut unifier tout l'héritage sous son autorité. Il attaque Oleg qui meurt dans la bataille. Vladimir, comprenant qu'il est le prochain sur la liste, s'enfuit en Suède. Ce n'est pas une fuite définitive, mais un repli stratégique. En Scandinavie, Vladimir recrute une armée de mercenaires Varegs.
En 980, il revient avec cette force et marche sur Kiev. Yaropolk, trahi par certains de ses boyards, est assassiné lors de négociations. Vladimir prend le trône, mais il a un problème. Son armée de Vareg réclame son paiement. Les mercenaires exigent 2000 grivnas d'argent par homme, une somme colossale que même le riche trésor de Kiev ne peut fournir. Vladimir, habilement, leur dit « Attendez un mois, je rassemble l'argent ». Pendant ce mois, il envoie secrètement un message à l'empereur byzantin Basile II. Les Varegs arrivent bientôt à Constantinople. Ne les gardez pas tous dans votre capitale, sinon ils vous causeront les mêmes problèmes qu'à moi. Dispersez-les dans des garnisons lointaines et ne laissez aucun revenir ici. Basile II, confronté à des rébellions internes, accepte avec joie. Les mercenaires Varegs, frustrés de ne pas recevoir leur paix complète à Kiev, partent pour Constantinople où on leur promet fortune et gloire. Ils formeront le noyau de la garde Vareg, le corps d'élite qui protégera les empereurs byzantins pendant des siècles. Vladimir se débarrasse ainsi de troupes dangereuses tout en rendant service à Byzance. Les premières années du règne de Vladimir sont marquées par un paganisme militant. Il érige des statues géantes des dieux slaves à Kiev, Perun le dieu du tonnerre en tête, mais aussi Dashbog le dieu solaire, Stribog le dieu du vent, Mokosh la déesse de la fertilité. Des sacrifices humains ont lieu lors des grandes fêtes. Vladimir accumule aussi les femmes selon la tradition polygame des princes slaves et Varegs, 5 épouses officielles et des centaines de concubines réparties dans ses palais de Kiev, Vyshgorod et Berestovo. Mais au milieu des années 980, Vladimir commence à se poser des questions religieuses. La Rousse de Kiev est entourée de puissances monothéistes, Byzance chrétienne orthodoxe au sud, les royaumes d'Europe occidentale chrétiens catholiques à l'ouest, les Khazars juifs, maintenant affaiblis, à l'est, le califat musulman dans le Caucase. Le paganisme isole diplomatiquement Kiev. La chronique des temps passés raconte que Vladimir reçoit des ambassadeurs de différentes religions. Les musulmans bulgares de la Volga viennent vanter leur foi. Vladimir s'intéresse jusqu'à ce qu'il mentionne l'interdiction de l'alcool. Boire est la joie de la Rousse. Nous ne pouvons vivre sans, répond-il, éliminant l'islam. Les émissaires juifs khazars n'ont pas plus de succès. Des envoyés du pape arrivent de Rome, mais Vladimir, méfiant envers l'Occident latin, les écoute poliment sans s'engager. Enfin arrivent les Grecs de Constantinople. Ils décrivent la splendeur de leur liturgie, la beauté de Sainte Sophie, la richesse théologique du christianisme orthodoxe. Vladimir envoie une délégation à Constantinople pour vérifier. Ses ambassadeurs assistent à la divine liturgie dans Sainte Sophie. À leur retour, ils rapportent émerveillés. Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur terre. Jamais nous n'avions vu pareille splendeur. Nous ne trouvons pas les mots pour la décrire. Nous savons seulement que là, Dieu demeure avec les hommes. Mais la décision de Vladimir n'est pas seulement spirituelle. Elle est éminemment politique. En 987, l'empereur Basile II fait face à une rébellion grave menée par Bardas Phokas et Bardas Skléros, 2 généraux puissants. Basile, désespéré, demande l'aide militaire de Vladimir. Le prince de Kiev accepte, mais à une condition extraordinaire. Il veut épouser Anne, la sœur de Basile II, une princesse porphyrogénète née dans la pourpre impériale. C'est une demande inouïe. Jamais une princesse byzantine de sang impérial n'a épousé un barbare. Basile hésite, mais sa situation est critique. Il accepte à condition que Vladimir se convertisse au christianisme. Un traité est conclu. Vladimir envoie 6000 guerriers Varegs à Constantinople, reçoit le baptême et épouse Anne. Vladimir tient parole. Ces 6000 Varegs arrivent à Constantinople au printemps 988. Basile II les engage immédiatement contre les rebelles. À la bataille de Chrysopolis en 988, puis à Abydos en 989, les Varegs écrasent les armées rebelles. Bardas Phokas est tué au combat. La rébellion s'effondre. Basile II, reconnaissant, honore sa promesse. Anne, malgré ses larmes et son désespoir de quitter Constantinople pour les terres barbares du Nord, est envoyée à Kherson en Crimée où Vladimir vient la chercher. Vladimir se fait baptiser à Kherson en 988, prenant le nom chrétien de Basile en l'honneur de l'empereur. Il épouse Anne et retourne triomphalement à Kiev avec sa nouvelle épouse impériale. Cette union élève considérablement le prestige de Kiev. Le prince de la Rousse est désormais le beau-frère de l'empereur byzantin, membre par alliance de la famille régnante, la plus prestigieuse de la chrétienté. Mais Vladimir ne s'arrête pas là. Il impose le christianisme à tout son peuple par un acte spectaculaire et brutal. Il ordonne la destruction des idoles païennes. La statue géante de Perun est attachée à un cheval,
traînés dans les rues de Kiev sous les coups de bâton, puis jetés dans le Dniepr. Les autres idoles subissent le même sort. Les sanctuaires païens sont détruits ou convertis en églises. Ensuite vient le baptême de masse. Vladimir ordonne à tous les habitants de Kiev de se rassembler au bord du Dniepr. Des prêtres byzantins prononcent les prières collectives pendant que la population entre dans l'eau. Hommes, femmes, enfants sont baptisés ensemble dans le fleuve. La scène se répète dans les autres villes de la Rousse. En quelques années, tout l'État kievien devient officiellement chrétien orthodoxe. Cette conversion a des conséquences profondes. Le slavon liturgique, une langue slave écrite avec l'alphabet cyrillique créé par les moines Cyril et Méthode, devient la langue de l'Église et de l'administration. Contrairement à l'Occident latin où le clergé utilise le latin incompréhensible au peuple, les Russes peuvent suivre les offices dans une langue proche de la leur. Cette accessibilité facilite l'enracinement du christianisme. Des architectes, des artisans, des moines, des livres arrivent de Byzance. On construit des églises de pierre sur le modèle byzantin. Vladimir fonde l'église de la Dîme à Kiev, magnifique cathédrale qu'il dote de 10% de ses revenus. Des monastères s'établissent, centres d'éducation et de copie de manuscrits. L'art de l'icône, la musique liturgique, l'architecture byzantine transforment la culture kievienne. Le règne de Vladimir marque aussi l'apogée de la puissance militaire et diplomatique de la Rousse. Vladimir soumet définitivement les tribus slaves encore indépendantes, étend son influence en Pologne, combat victorieusement les Petchenegs qu'il repousse loin dans les steppes. Il établit une ligne de forteresse le long de la frontière sud pour protéger Kiev des raids nomades. Ses alliances dynastiques s'étendent à travers l'Europe. Ses fils et filles épousent des princes et princesses de Pologne, Hongrie, Norvège, Suède, Byzance. Kiev devient un acteur majeur de la diplomatie européenne. La Rousse n'est plus une périphérie barbare, mais un royaume chrétien respecté, pont entre l'Orient byzantin et l'Occident latin. Vladimir meurt en 1015, vénéré comme un saint. L'Église orthodoxe le canonise sous le titre de Vladimir égal aux apôtres pour avoir christianisé la Rousse. Son règne transforme profondément l'identité du pays. Les éléments scandinaves varegs se dissolvent progressivement dans la culture slave byzantine. La Rousse de Kiev n'est plus un État viking contrôlant des slaves, mais un État slave orthodoxe où les descendants des varegs sont devenus culturellement slaves. Après la mort de Vladimir en 1015, une guerre de succession sanglante éclate entre ses fils. Sviatopolk assassine ses frères Boris et Gleb, futurs saints martyrs. Yaroslav, gouverneur de Novgorod, lève une armée de mercenaires varegs scandinaves et marche sur Kiev. En 1019, il triomphe de Sviatopolk et devient grand prince, inaugurant l'âge d'or de la Rousse de Kiev. Le règne d'Yaroslav le Sage, 1019-1054, transforme Kiev en puissance européenne majeure. Contrairement à ses prédécesseurs guerriers, Yaroslav privilégie l'administration, la culture et la diplomatie. Sa victoire décisive contre les Petchenegs en 1036 sécurise définitivement Kiev. Pour célébrer, il lance un programme architectural monumental, la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev, inspirée de Constantinople, avec ses mosaïques byzantines et fresques somptueuses. Il développe Kiev en métropole de 50 000 habitants avec 400 églises, rivalisant avec les plus belles capitales européennes. Yaroslav investit massivement dans l'éducation et la culture. Des scribes traduisent la littérature grecque en slavon, des écoles s'ouvrent dans les monastères, l'alphabétisation progresse parmi l'élite. Il codifie la Rouskaya Pravda, premier code de loi russe établissant des amendes précises pour différents crimes, plutôt que la vengeance traditionnelle. Sa diplomatie matrimoniale est impressionnante. Ses filles épousent le roi de France Henri Ier, le roi de Norvège Harald Hardrada et le roi de Hongrie, faisant de Kiev un acteur central de la politique européenne. Sous son règne, la Rousse achève sa transformation. D'État viking slave, elle devient un royaume orthodoxe slave de culture byzantine avec une identité propre. Parallèlement, la gare de Vareg illustre un autre chapitre de l'épopée viking à Constantinople. Créée officiellement en 988 avec les 6000 guerriers envoyés par Vladimir, cette unité d'élite devient la garde personnelle des empereurs byzantins. Leur loyauté légendaire, ils défendent l'empereur légitime jusqu'à la mort, contraste avec les troupes byzantines changeant régulièrement de camp lors des coups d'État. Ces guerriers impressionnent par leur taille, souvent plus de 1,80 m, et leur armement terrifiant, notamment la hache bipène scandinave capable de fendre un homme en deux. Leur réputation de férocité se forge en Sicile, Syrie et Bulgarie. Mais ce qui attire surtout les volontaires scandinaves, c'est la solde exceptionnelle, triple de celle d'un soldat ordinaire,
et le droit de pèlerinage. À la mort d'un empereur, les Varegs peuvent piller le trésor impérial et emporter tout ce qu'ils peuvent porter. Un Vareg survivant après quelques années rentre chez lui riche. Harald Hardrada incarne le Vareg parfait. Arrivé à Constantinople en 1035 à 20 ans, il sert 15 ans, participe à 18 campagnes, devient commandant de la garde et accumule une fortune colossale. En 1042, il s'échappe avec ses trésors et conquiert le trône de Norvège en 1045. En 1066, il lance l'invasion de l'Angleterre, mais meurt à Stamford Bridge, bataille marquant traditionnellement la fin de l'âge viking. Après la conquête normande de 1066, des guerriers anglo-saxons refusant la domination normande rejoignent la garde Vareg. Au XIIe siècle, elle devient majoritairement anglo-saxonne. Leur dernier moment de gloire survient en 1204 lors de la 4e croisade. Seuls les Varegs résistent jusqu'au bout contre les croisés français et vénitiens saccageant Constantinople. Trahis par la fuite de l'empereur Alexis V, ils déposent finalement les armes. La garde survit nominalement jusqu'au XIVe siècle avant de disparaître. Les Vikings ont-ils vraiment créé la Russie? La réponse est nuancée. Les Varegs, toujours minoritaires, quelques milliers dans une population slave de millions, n'ont pas conquis par la force mais ont été invités. Cependant, leur impact est indéniable. Politiquement, ils unifient des tribus slaves dispersées en états cohérents. La dynastie des Riurikides règne 736 ans, 862 598, jusqu'à Ivan le Terrible. Cette continuité crée une légitimité durable. L'État russe reste inséparable de cette lignée scandinave devenue slave. Économiquement, il crée et contrôle la route des Varegs aux Grecs, enrichissant massivement la région. Les villes le long de cette route prospèrent grâce au commerce. Ils introduisent aussi des techniques administratives et militaires, scandinaves et byzantines. Organisation de la Drugina, système de collecte du tribut, alliance diplomatique par mariage. Culturellement, l'impact Vareg se dissout progressivement. Les premiers princes portent des noms scandinaves, mais dès la seconde génération, la slavisation commence. Sous Yaroslav, l'élite est devenue linguistiquement et culturellement slave. En 3 générations, les Varegs minoritaires épousent des femmes slaves et adoptent la culture locale. La conversion au christianisme orthodoxe sous Vladimir achève cette transformation. L'alphabet cyrillique remplace les runes. Les églises à coupole remplacent les temples païens. Cette assimilation n'est pas unique. En Normandie, Angleterre et Irlande, les Vikings se fondent rapidement dans les populations locales. Leur impact durable est politique et culturel, non génétique. La théorie normande a enflammé les débats. Les historiens allemands du XVIIIe siècle prétendaient que les Slaves étaient incapables de créer un État seul. Les Soviétiques rejetaient cette théorie comme insultante. Les nazis l'exagéraient pour prouver la supériorité aryenne. La réalité historique est équilibrée. Les Slaves avaient des structures complexes, mais manquaient d'unité. Les Varegs ont apporté une dynastie neutre et des compétences permettant de structurer un État. Ce qui rend la Rousse unique, c'est l'invitation initiale. Les Slaves ont choisi d'appeler les Varegs, créant une légitimité que la simple conquête n'aurait pas fournie. Cette acceptation explique l'assimilation rapide et complète, l'héritage dur. Géographiquement, la Rousse définit l'espace contesté aujourd'hui entre Russie, Ukraine et Biélorussie. Religieusement, le choix de Vladimir pour l'orthodoxie définit l'identité russe jusqu'à nos jours.